Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. On vous apprécie énormément. Je ne sais pas si vous l'avez encore fait, mais allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. On aime beaucoup grandir cette communauté-là. Recevoir vos messages, vos commentaires. On l'apprécie énormément. Vous pouvez me trouver sur tous les réseaux sociaux ainsi que sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple Podcast et Amazon. On est partout. Allez nous voir. Trouvez-nous, suivez-nous, partagez notre contenu, commentez, faites toutes ces belles choses-là. Salim, comment ça va? Ça clique et toi? That's a good one. Et je te dis que cette semaine, le pauvre Éric Kerr, là, Ouais, mais écoute. C'est quand même tout... Ça clique. Hey, j'ai été très bon. Regarde, on commence toujours nos épisodes avec un peu de légèreté. Mais tu sais, j'ai été très bon et je suis très fier de moi. J'ai fait plein de petits jeux de mots sur mon compte Facebook. Ouais. Puis, écoute, j'ai reçu des dizaines de messages. Le premier, c'était quoi? C'est Eric... c'est quoi? Didn't care. Eric doesn't care. Eric didn't care. C'est comme... en référence, bien sûr, au dossier. Ensuite, c'était... quand il a démissionné, j'ai dit que Éric Kerr démissionne à l'insu de son plein gré. Puis à la fin, j'ai fait quelque chose... Puis regarde, le titreur du Journal de Montréal m'excusera, mais je l'ai pensé avant lui et je pense même que c'est quelqu'un à qui j'ai dû le dire qui lui a rapporté. Ouais. Mais j'ai écrit Kerr sac son camp. Sac son camp, tu sais. Mais écoute, non mais blague à part, on va aller sur le human d'abord. C'est jamais facile pour un politicien. Quel que soit son niveau de responsabilité, c'est jamais facile d'avoir à démissionner ou de se faire démissionner ou de se faire mettre à la porte ou d'être sous le feu des projecteurs comme ça. C'est vraiment pas facile. Donc, je suis sûr qu'il doit pas se sentir très bien en ce moment. Puis sa famille, tu sais, il faut pas oublier les familles des politiciens. La politique, c'est dur et les gens sont super ingrats. Surtout qu'on vit une période où il y a beaucoup de polarisation, il y a beaucoup de cynisme. Donc, les gens pointent du doigt, puis sont pas sympathiques. Ouais, puis c'est ça qui est plate avec la politique, Salim, c'est qu'avant qu'on sache les faits, parce qu'on sait pas, on connaît certaines affaires, évidemment, puis on va parler aussi de Monsef Déragi parce qu'il a joué un rôle exceptionnel là-dedans, mais on sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Puis, tant et aussi longtemps que les enquêtes, parce qu'on va en parler, il va en avoir plusieurs, nous auront donné les détails, ben peut-être qu'Éric Kerr, finalement, ne savait pas, ou peut-être que c'était pas sa faute. Moi, je lui donne le bénéfice du doute. Le problème que je veux mentionner ici, c'est que tu rentres en politique, puis on s'en fout parce que, publiquement, t'es faite déjà. Ta réputation est ruinée. C'est le public qui devient juge et, comment tu dis... Ben, en fait, c'est un peu le tribunal populaire, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Mais, en fait, oui, t'as raison. Mais on va... Tu sais, là-dessus, t'as tout à fait raison. Puis malheureusement, c'est souvent pour cette raison qu'il y a des gens excellents, extraordinaires, qui voudront jamais aller en politique et c'est dommage parce que ça affaiblit notre classe politique. On devrait avoir les meilleurs qui nous gouvernent et on n'a pas nécessairement les meilleurs qui nous gouvernent en raison de ça. Tu sais, moi, honnêtement, j'ai déjà croisé des gens en me disant qu'est-ce qui serait formidable, eux autres, à faire un travail exceptionnel. Puis, tu sais, puis eux autres, ils sont comme pourquoi j'irais faire ça? Donc, je te suis là-dessus. Maintenant, on va se le dire. Là, maintenant, on va parler, on va rentrer plus dans le vif du sujet. Ensuite, il y a des politiciens, ils ne cèdent pas. Tu sais? Je veux dire, oui, il y a une partie qui est un peu hors de leur contrôle, qui est un peu ingrate, mais il y a des politiciens qui cèdent vraiment pas. Puis tu sais, dans le cas de M. Kerr, Éric Kerr,
Attention, c'est parce que, je sais pas, il y avait cette expression là, française là, qui te dit, là, quand le crapaud crache dans les airs, le crachat finit par lui retomber sur le visage. Je connais pas exactement, là, je l'ai paraphrasé. C'est un petit peu ça. Éric Kerr, il faut se souvenir aussi, quand il était dans l'opposition, ce qu'il disait, ce qu'il faisait, là où il allait souvent aussi très loin. Donc là, c'est le retour du balancier. Hein, par définition, hein, si tu tires le balancier très loin, comme il l'a fait dans l'opposition, ben forcément, il revient plus fort. C'était le visage qui revenait le plus souvent pour des questions d'éthique, de transparence. Et particulièrement dans les dossiers du numérique. Exact. Puis, je suis d'accord, j'écoutais Jonathan Trudeau ce matin. Salut Jonathan. Mais j'écoutais Jonathan Trudeau ce matin, puis j'étais bien d'accord avec lui sur un truc, c'est que il est rarement conseillé, lorsque tu prends le pouvoir, de nommer ministre quelqu'un dans le même dossier qu'il avait dans l'opposition. Ouais. Ça, honnêtement, j'ai presque envie de te dire, là, c'était un rookie mistake. Ouais. Et un rookie mistake qui a duré près de 7 ans, parce que là, ça va faire 7 ans là, que les caquistes sont au pouvoir l'automne prochain, 6 ans et demi, disons. Donc c'est un peu ça. Donc, Éric Kerr s'est pas aidé là-dessus. C'est pas aidé aussi dans l'attitude qu'il a depuis le début du gouvernement caquiste, où il a été un petit peu, un peu suffisant, un peu arrogant, puis aussi de dire des choses que tu sais, il faut prendre en considération là, tu sais, quand il a dit qu'il mettait son siège en jeu pour le 3e lien, tu sais, donc tu vois bien que il y a pas de parole, tu sais, parce que s'il en avait une, il aurait démissionné, par exemple. Mais tu sais, et ensuite, il y a des vieux dossiers qui ressortent. Ben, il y a un vieux dossier, à l'époque où il était à l'ADQ, c'était le gars qui avait menti sur son CV. Ouais. Il a tout essayé pour dire qu'il n'avait pas menti, là, mais non, regarde, c'était clair. Puis les journalistes, c'est clair. Tu vas sur Google, tu tapes là-dessus, tu as des dizaines d'articles là-dessus. C'était n'importe quoi, c'était un mensonge. Il avait aussi fait un mensonge, mais pas un mensonge frontal, mais un mensonge, disons, par omission sur un prêt qu'il avait reçu du maire je crois, de l'ancienne Lorette, c'était un peu louche. Puis le premier ministre, qui n'était pas encore premier ministre, c'était en campagne électorale ou juste avant la campagne électorale de 2018 qu'il l'a mené au poste de premier ministre, avait dit que c'était une erreur et qu'il pardonnait. C'est correct. Regarde, à un moment donné, il y a des erreurs qui peuvent se pardonner. Mais voilà, le problème, il est là. C'est que oui, on peut bien dire que la politique est ingrate, que les gens sont difficiles, que le tribunal populaire, c'est injuste. Tout ça, c'est vrai. Mais il y a aussi tout le bout qui appartient aux politiciens qui ne cèdent pas. Ils n'aident pas leur cause. Ouais. Moi, je me posais la question, si ça aurait été d'autres gouvernements avant celui de M. Legault, puis nous, on a connu des premiers ministres qui, en termes de leadership, ils se tenaient à côté de leur ministre ou de leur député. Et je pense souvent à M. Charest. Et je me posais la question ce matin, est-ce qu'il aurait... Parce qu'on va se dire une chose, là, c'est pas M. Kerr qui a démissionné, OK? Il y a eu un petit mot de quelqu'un du bureau du premier ministre. Voici ce que tu devrais dire si tu veux le changer un petit peu, mais thank you, puis c'est tout, tu sais. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Il reçoit un peu de la pression, puis t'as pas d'autre choix, tu sais. Et je me posais la question, est-ce que ça serait le cas dans un cabinet de monsieur Charest, par exemple. Ou d'autres premiers ministres. On peut en nommer d'autres, mais parce que voici le problème. Et ça, évidemment, c'est une victoire pour l'opposition, mais ça n'arrête pas là. Non. Donc, quand tu es un premier ministre et tu dois gérer une situation comme celle-ci, est-ce que tu te dis, je me mets à côté, est-ce que tu trouves une autre façon de gérer cette crise-là pour que ça ne te revienne pas? Parce que là, c'est sûr et certain, bon, là, ils s'en vont, il y a 2 semaines de pause là, au Parlement, mais au retour du Parlement, c'est sûr qu'on va vouloir la tête de Mme Guilbeault, on va vouloir la tête de M. Bonnardel. Et à un moment donné, tu sais, toute cette responsabilité revient
au premier ministre. Et tu peux pas être dans une situation où tu continues à encaisser des défaites comme ça. Le troisième lien, les pertes dans les élections partielles. Là, il y a un autre dans Terrebonne qui risque de perdre. Là Éric Kerr. Tu sais, à un moment donné, ça va finir où cette affaire-là? Et ça, c'est comme un playbook. Hein? Il y a un scandale. Premier qu'on attaque, c'est le ministre en question. Par la suite, qui est associé. Puis on lâche pas le bout. Et je me demande s'il n'y avait pas une autre stratégie plus intelligente pour vraiment apaiser les gens et de dire et d'enlever la pression, d'autres ministres et de toi-même comme premier ministre. Oui. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est sûr que ça va se continuer. Mais avant d'aller là-dedans, d'abord, on va dire aux gens qui nous écoutent, par rapport au scandale ou au fiasco Saclic. Oui, un peu. Qu'est-ce qui est arrivé, ouais. Mais on rentrera pas trop dans les détails parce que, honnêtement, les médias, disons, traditionnels en parlent en long, en large et en travers. Donc, n'importe quel article de Radio-Canada, de la presse, du Journal de Montréal va être en mesure de renseigner les gens dans le détail. Nous, on s'appelle Politiquement parlant, donc c'est l'aspect plus politique qu'on a envie de discuter. Mais il y a un principe dans notre démocratie qui est d'inspiration britannique, on appelle ça le système Westminster, où les ministres ont ce qu'on appelle une responsabilité ministérielle. Et la responsabilité ministérielle, c'est quoi au juste? Ça veut dire que, en tant que ministre, tu es responsable des actions et des non-actions de ton ministère, que ce soit en raison de ta prise de décision à toi ou de celle de ton ministère, donc de la fonction publique, d'un fonctionnaire, en gros. Donc, ça veut dire que même si un fonctionnaire fait une erreur et que cette erreur est suffisamment majeure, comme ministre, tu es imputable et tu peux perdre ton poste. C'est les règles du jeu. Si tu veux pas jouer, t'es pas obligé. T'es pas obligé d'aller en politique. Mais en politique, la responsabilité ministérielle, elle existe dans notre système, elle existe, elle est importante. Alors évidemment, il y a des choses que, oui, alors est-ce qu'on peut on peut te cacher quelque chose, on peut te dissimuler quelque chose, etc. La réponse est oui. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que ça a pu arriver dans certains cas de figure dans ce dossier-là? J'ai pas de doute. En tout cas, je pense que c'est plausible qu'il ait pu y avoir. Mais là, à un moment donné, si on te cache quelque chose, la raison pour laquelle tu es là aussi comme ministre, c'est aussi de questionner. C'est aussi de retourner chaque pierre d'un dossier. C'est aussi de challenger. Puis, George, moi, je te le dis, j'ai travaillé pour des ministres à Québec. Puis, on avait des rencontres de direction avec les sous-ministres, sous-ministres adjoints, les directeurs de différents niveaux de fonctionnaires. On avait des statutaires, on avait, bref, divers types de différentes rencontres. Puis les ministres, je peux te dire, là, ils posent des questions. Parce que tu peux pas gérer, tu sais, imagine un ministère, c'est énorme, tu peux pas gérer tout dans un ministère. Ouais. Mais tu sais, tu poses des questions, tu challenges. Le nombre de fois, moi, où j'ai vu des ministres dire à des fonctionnaires, tu repars faire tes devoirs, là, tu me reviens avec quelque chose qui a plus d'allure. Comment ça que t'as pas pensé à telle affaire? Puis c'est telle chose se produit, quelle est la conséquence? T'as pas la réponse, va me la chercher. Si tu la trouves pas, tu reviens demain ou la semaine prochaine, mais moi, là, tu sais, je n'en démordrai pas. Puis ensuite, le ministre qui parle à son sous-ministre ou au sous-ministre adjoint ou à eux tous en même temps. Bref, mille et une façons à travers son cabinet. Les conseillers politiques sont là aussi pour faire des suivis là-dessus, pour savoir où est-ce que... Parce que le ministre ne peut pas être partout non plus. C'est pour ça qu'il a un cabinet. Donc oui, tu es responsable parce que tu dois poser des questions. Puis là, en plus, les médias ont joué un rôle. Notamment Le Devoir, Marie-Michel Sioui et Nicolas Lachance au Journal de Montréal, qui ont sorti des informations qui ont démontré que finalement, M. Kerr, il a été informé de certaines choses. Puis et tout porte à croire qu'il a laissé faire la SAQ de manière à ce que en fait, c'est une espèce de partition des appels d'offres de manière à ce que ça paraisse pas dans ce qu'on appelle le SEAO. Je me souviens pas de l'acronyme exact, mais c'est le système gouvernemental pour les appels d'offres.
Et c'est quand même, c'est pas des peanuts, là. On parlait de 200, je sais plus combien de millions, là, 222, je sais pas trop quoi, millions dans ce cas de figure. Et je pense que le dépassement, je pense qu'il était un dépassement d'à peu près genre 500-600 millions. J'ai pas les chiffres en tête, là, mais on peut retrouver ça facilement dans les articles avec une simple recherche Google. Mais bref, tu sais, on se retrouve là. Fait que oui, t'es responsable. Politiquement. Ouais. Mais c'est là où je veux aller plus. T'sais, oui, il y a tout cet aspect-là de responsabilité ministérielle et peut-être qu'il a fait sa job. D'après les témoignages de ses collègues et même d'anciens élus. J'écoutais Gaétan Barrette à la radio l'autre jour, puis il parlait d'un ministre qui était très bon à sa job, là, tu comprends? Mais là, les informations qui ressortent là, du fait qu'il a signé pas un décret ministériel, mais un arrêté ministériel pour permettre à ces offres d'appel-là d'être divisées. Tu sais, t'as la main dedans, là. C'est comme... C'est toi directement qui prends des décisions qui font en sorte que tes fonctionnaires agissent en conséquence. C'est qui est responsable? C'est qui peut-être qui a proposé ça? Je sais pas. Il y a plein d'affaires qu'on va devoir apprendre. Mais... qu'Éric Kerr nous dise qu'il savait absolument rien. Mais alors, je pense que ce que tu soulèves est quelque chose de super important. Je vais un peu aller dans la théorie, non pas la théorie politique au sens philosophique, mais la théorie de quand tu arrives ministre et quand tu gères ton ministère. Moi, je pense que je l'ai déjà dit, là, parce que j'aime souvent le répéter, il y a souvent 2 catégories de ministres. Tu as des ministres qui gèrent leur ministère, véritablement. Puis tu as des ministres, c'est des simples porte-parole politiques de leur ministère. Donc, en gros, il y a des ministres qui font juste suivre les recommandations des fonctionnaires. Puis, don't get me wrong. Puis, il y a sans doute des fonctionnaires qui nous écoutent. J'espère que parmi certains... Moi, j'ai une autre opinion de la fonction publique et des fonctionnaires. C'est des grands professionnels, puis honnêtement, en tout cas, moi, j'en ai croisé... J'ai croisé des gens absolument phénoménaux, là, vraiment exceptionnels. Là, mais ce que je vais dire n'a rien contre les fonctionnaires. C'est notre système qui est fait comme ça. Notre système démocratique qui est fait comme ça. Pourquoi le politique existe? Le politique existe justement pour apporter une orientation entre guillemets populaire à un gouvernement. Sinon, t'as pas besoin de politiciens. T'as pas besoin de ministres, t'as pas besoin de députés, t'as pas besoin de parlement, à la limite. Là, tu as un gouvernement, puis tu le laisses aller. Puis là, tu t'appelles plus Georges de Centrizos, tu t'appelles matricule 288 49804, là, tu sais. Puis, dans le fond, tu vas commencer à mettre en place des programmes et des réformes sans prendre aucune considération de est-ce que cette réforme va te faire mal, oui ou non. Tu vas juste te dire, oui, mais d'une manière générale, ça fait du bien à la société. Tu sais, parce que évidemment, tu es obligé d'aller chercher le maximum. Tu sais, un système, tu le bases sur une grande majorité, pas sur des minorités, tu comprends? Ouais. Mais justement, les politiciens sont là pour s'assurer que personne ne tombe dans les cracks du système. Et tomber dans les cracks du système, c'est aussi en avoir pour ton argent, pour tes taxes et tes impôts que tu payes au gouvernement. Tu sais? Et moi, sincèrement, tu sais, je ne pense pas que M. Kerr, quand il se levait le matin, il s'est dit « OK, comment aujourd'hui on va emmerder les Québécois ?» Non, je ne pense pas. Tu sais, je pense que c'est quelqu'un qui a envie de faire son travail. Maintenant, la réalité, puis là, je m'excuse, c'est... Il était peut-être pas compétent à ça. Tu sais, sincèrement, je pense qu'il n'était pas compétent à ça. Ou il était pas compétent, il était peut-être compétent à être dans l'opposition et à être le chien de garde. C'est correct. Il y a aussi des gens qui sont très bons dans l'opposition, mais qui sont pas capables d'exercer un leadership au sein d'un ministère. Moi, j'ai comme à l'entendre, M. Kerr, parce que je sais, ben voyons donc comment ça, mais la vérificatrice générale a dit ceci, puis a dit cela, puis moi, je suis pas responsable, on nous a tous floués. Mais moi, quand je l'entendais, j'étais même pas en train de me dire, je suis même pas allé aussi loin de me dire, est-ce qu'il savait ou il savait pas? Moi, j'étais comme plus, ben là, voyons,
t'es là. C'est sûr que tu te mets les 2 mains dedans, les 2 pieds dedans. Tu gères ça. Là, c'est pas genre... Je passe des commandes, puis là, je laisse ça aller. Puis quand il y a quand il y a un enjeu, la réponse, c'est trouver une solution. Dans ce cas-là, tu sers à quoi? Ouais. À quoi tu sers? Ouais. Le problème maintenant avec la situation, et c'est pour ça que c'est très délicat, c'est parce que c'est un contrat qui touche, oui, le ministère de M. Kerr, parce que c'est lui qui était responsable pour la mise à jour numérique, la transformation numérique, mais la SAC tombe sous le ministère du Transport. Et voilà, il y a une autre porte qui s'ouvre ici parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 2 autres ministres de Transport. Il y a François Bonnardel, puis aujourd'hui, Mme Guilbeault qui sont là. Et donc, oui, d'un certain côté, il y a un ministre qui est responsable du côté numérique, donc tout l'aspect technique de la chose qu'on veut changer, mais ça tombe sous la responsabilité en général d'un autre ministère, d'un autre ministre. Et la question que l'opposition se pose maintenant, bon, bravo, un ministre qui a clairement pas pu faire sa job correctement. Il y a eu des témoignages publics qui l'ont planté en plus et qu'on sait que non seulement il était informé, mais il avait la main dedans. C'est lui, avec son arrêté ministériel qui a permis à sectionner l'appel d'offres. La ministre du Transport, là, ou peut-être avant elle, M. Bonnardel, eux autres, ils étaient où? Eux autres, comment ils ont fait pour gérer ça? Et même là, c'est incroyable de penser que quelqu'un comme François Bonnardel, et on le connaît, François Bonnardel, moi, à mon avis, il n'y a pas un ministre qui est plus concentré sur sa tâche. Il est bon à ce qu'il fait. Moi, j'ai toujours aimé François Bonnardel. Évidemment, on peut dire la même chose pour Mme Guilbeault aussi. Comment est-ce qu'on a pu échapper celle-là? Et la théorie qui vient par la suite nous informer que toute cette magouille-là a été faite juste quelques mois avant l'élection. Mais là, ça te fait poser des questions sérieuses. Puis, je ne sais pas où est-ce que ça va aller, mais je pense pas que les ministres peuvent encore se cacher derrière l'excuse de « on va faire une enquête interne ». Je pense pas que ça va arrêter là. Non, c'est sûr que... Parce que juste pour informer les gens, il va y avoir plusieurs. Il va y avoir une enquête interne auprès du ministère des Transports. Il va y avoir une enquête de l'UPAC parce qu'il y a un soupçon de collusion ou de corruption quelque part. Et il va y avoir une enquête de l'Autorité des marchés financiers. Non, l'Autorité des marchés publics. Excuse-moi. Parce que, d'après ce qu'on a appris, on a engagé une firme pour faire la consultation, pour les guider un peu à faire cette transformation-là. Puis tout à coup, c'est cette même compagnie-là qui a eu le contrat. Donc, il y a beaucoup d'éléments dans cette histoire-là. Mais oui, tu as tout à fait raison. Puis je te dis pas, j'irai pas jusqu'à te dire que ces enquêtes-là sont inutiles. Je ne pense pas. Moi, je pense qu'elles seraient très utiles. Sauf que il y aurait trop de questions qui resteraient en suspens. Et c'est la raison pour laquelle les partis d'opposition, beaucoup d'observateurs externes qui ne sont pas impliqués politiquement whatsoever, réclament une commission d'enquête publique. Mm-hmm. Puis en passant, j'ai l'impression qu'au Québec, on est un petit peu traumatisé par les commissions d'enquête publique parce qu'on a l'impression que c'est toutes des commissions Charbonneau. Non. Je m'excuse, mais puis honnêtement, je pensais à ça, puis j'étais très content d'entendre, je crois, Jonathan Trudeau ce matin dire à peu près la même chose. Tu sais, une commission d'enquête publique, c'est pas nécessairement long. Il n'y a pas nécessairement de show à voir, parce que c'est sûr que quand c'était la construction, là, t'avais les Rambo de ce monde là, qui venaient, etc. Puis ça faisait de bonnes clips, ça allait à la télé, à la radio, puis ça allait partout, etc. Mais à un moment donné, là, quand tu as commencé à parler d'enjeux informatiques, etc., là, ça intéresse personne. C'est juste des geeks qui vont parler de ça, puis d'autres, et puis ensuite, ça va être au niveau administratif, comment ça fonctionne. Puis, tu sais, that's it, là, mais le but, c'est qu'on sache juste de quoi il s'agit. Puis, honnêtement, le gouvernement, s'il n'a rien à se reprocher, qu'il la déclenche, qu'il la fasse. De toute manière, l'histoire a démontré que lorsqu'on résiste à des commissions d'enquête,
que ce soit au fédéral comme au provincial. Politiquement, c'est mauvais. Mais politiquement, c'est mauvais. Ça donne toujours l'impression que tu as quelque chose à cacher, etc. Puis là, je comprends que les commissions d'enquête, le problème, c'est que tu sais pas où est-ce que ça va aller, ça va dans tous les sens. Puis t'as peur de l'injustice. Parce que oui, il y a un bout ingrat, c'est que quelque chose sorte dans cette commission d'enquête qui littéralement, là, dans ton cas, toi, là, vraiment, dans ton cas politique, je veux dire, n'a rien à voir avec toi, mais genre rien à voir avec toi, mais tu te dis que, bon, ben là, je vais me retrouver un peu responsable de choses qui... Tu sais, puis d'accuser le politique de choses dont il est pas responsable, parce que de toutes les manières, il faut toujours que quelqu'un paye, puis celui qui paye, c'est toujours au niveau politique. Ouais. Puis là, on essaye d'élargir la question de la responsabilité ministérielle dont je parlais en début d'épisode. Ouais. Mais Salim, sauf que cette fois-ci, là, on va se dire la vérité. Tu sais, je comprends que les commissions, par exemple, Charbonneau, qui est sur l'octroi des contrats publics, il y avait tout un mécanisme dans le parapublic avec les compétences. Il n'y avait pas une implication directe d'un élu ou d'un ministre. C'était tout un mécanisme qui fonctionnait un peu comme à part sous une couverture, toute une affaire organisée. Cette fois-ci, et là, c'est juste, on assume, on n'a pas les faits. Mais s'il y a eu l'implication, non seulement de Kerr, et si on apprend que Bonnardel et Guilbeault en étaient au courant, mais c'est sérieux parce que c'est les ministres eux-mêmes. Mais la seule manière, véritablement, de faire les bons liens, c'est l'enquête publique. Oui. L'enquête, pour la simple et bonne raison que... Parce que quand tu dis une enquête administrative, c'est quoi? Par définition, une enquête administrative, c'est au niveau administratif. Qui a parlé à qui a dit quoi, etc. Mais ça exonère le politique totalement. Ouais. C'est en gros le problème, il est administratif, il est chez les fonctionnaires, c'est eux qui sont pas bons, blablabla, Puis, au final, le politique, la relation politique, l'orientation du politique, l'action posée ou non, justement, ou pas posée par le politique, on ne le saura pas dans une enquête administrative. Donc, ça prend une enquête publique. Ouais. Et puis, honnêtement, moi, je pense sincèrement que le gouvernement aurait tout à gagner à la déclencher. Parce qu'en la déclenchant, d'abord, on va passer à autre chose, à discuter pendant que ça va se mettre en branle. Le gouvernement va pouvoir se concentrer sur tout ce qu'il fait, parce que c'est pas vrai que tout ce qu'il fait est pas bon. Tu sais, je veux dire, on est quand même... on vit quand même dans une société où les choses sont, oui, pas parfaites, loin de là, mais qui roulent, puis il y a des choses intéressantes qui se font, là, tu sais, puis il faut le dire. Mais moi, je pense qu'ils sont tout à gagner, parce que tant qu'elle ne sera pas déclenchée, l'opposition ne va pas s'arrêter. Et tant qu'elle ne sera pas déclenchée, les oppositions vont continuer à demander la démission de M. Bonnardel et de Mme Guilbeault. Ça ne va pas arrêter. Puis tu parlais de Monsef Déragi un peu plus tôt, j'ai vu quelques périodes de questions où il a l'air, lui, d'avoir un angle, une pogne, je dirais peut-être même plusieurs pognes, puis il était assez chirurgical dans ses attaques, et ça fait mal. Ensuite, au gouvernement, ils peuvent penser qu'il est à côté. C'est correct, ils ont le droit. Mais la perception des observateurs et du public et des électeurs, c'est qu'il les malmène. Ouais. Le travail que Monsef a fait, là, c'est énorme. C'est une affaire magistrale. Sachant que la vérificatrice générale allait déposer son rapport là, au mois de février, moi, j'ai entendu que Monsef a commencé à se préparer, même avant les fêtes, là, au mois de novembre, décembre, à accumuler des documents, plein d'affaires. T'es bien renseigné, toi? Ouais. L'accès à... les accès à l'information. L'accès à l'information, il y a plein d'affaires qui est allé chercher. Parce que ça met du temps pour avoir de l'information. Caviardé par la suite. Exactement. Puis là, j'ai vu c'est tout le image. Là.
il sort pour aller à la période de questions avec tous les dossiers en main. C'est tout le show, là. Voici ce que j'ai eu. Ils sont tous caviardés. Ça amplifie un peu le tout. Mais tout ça pour dire que il mérite, là. Le travail qu'il a fait est un travail colossal. On parle de milliers de pages. Hein, et il a tout étudié. Il était prêt pour cette journée-là. Il savait exactement qu'est-ce qu'il fallait faire. Et je veux partir un peu du sujet, là, parce que je veux juste parler en général de la politique. Puis je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent, qui s'intéressent peut-être à rentrer en politique. Et je sais que le réflexe normal des jeunes... Quand je parle de jeunes, disons 25 à 35 ans, là, tu sors de l'université, puis tu as cette ambition-là de rentrer en politique. Et très souvent, les jeunes qui veulent rentrer en politique, ils se voient au gouvernement ou éventuellement devenir ministre. Il y a cette ambition-là d'être le leader, d'être au gouvernement. Et moi, je dis l'affaire suivante. Évidemment, tu te fais élire, là, tu veux aller au gouvernement, c'est normal. Mais si tu es jeune et tu as tout le temps devant toi, 25, 35 ans, trouve-toi une opportunité pour un parti comme, par exemple, le Parti libéral qui a mangé une claque là, pendant 2 élections et qui a dû se reconstruire. Et ça pourrait être le Québec solidaire. Ça pourrait être n'importe qui. Ouais, là, on utilise le Parti libéral parce qu'on le connaît bien. Non, mais parce que je voulais préciser ça pour pas que les gens qui nous écoutent pensent qu'on pousse pour un parti auquel on a appartenu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ton propos, c'est... Tu peux être dans un parti, tu peux être député de l'opposition et jouer un rôle majeur dans la société. C'est là où je m'en venais. Parce que il faut comprendre que, et ça, je l'ai dit tellement de fois à des jeunes qui me demandaient qu'est-ce qu'on fait, moi, mais tu sais, l'opposition, hein, je ne veux pas perdre. Tu ne perds pas en opposition. Il faut réaliser une chose, c'est que, et ça, c'est selon mon expérience, être un simple député à l'opposition, t'es meilleur que d'être un backbencher député au gouvernement. Voilà, c'est sûr. Ça, je vous le promets, et c'est une opportunité unique d'être, oui, en opposition, mais de faire partie du renouvellement de ton parti, du rehaussement de ton parti et de toute cette vision de ramener ce parti-là au gouvernement, de un. De deux, de te faire une image, de travailler sur ta crédibilité, sur ta notoriété, de travailler des dossiers comme ça. Si tu arrives au gouvernement, tu as déjà cette expérience-là, ce vécu. Et ça, tu peux pas l'avoir au gouvernement. Un backbencher aujourd'hui, là, je ne vais pas nommer des noms, là, mais il y en a beaucoup parce que M. Legault, il y a un grand gouvernement. Un grand caucus. Un grand caucus. Donc, eux autres, là, ils n'ont pas l'expérience des députés en opposition parce que eux autres, ils n'ont pas à faire la recherche de différents dossiers. Il y a tout un travail qui se fait en opposition et c'est magistral. Et tout ça, tu sais, je lève mon chapeau à Monsef Déragé. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres députés à l'opposition qui font une job exceptionnelle. Mais tout ça pour dire là aux jeunes qui écoutent et qui pensent que je ne veux pas aller en opposition. Découragez-vous pas là parce que l'opposition, c'est la meilleure école pour faire l'entrée en politique. Et l'exemple, il est là. Et on peut en nommer, par exemple, Marois Risky. Il y a plein de députés. Évidemment, Québec solidaire, qui, à mon avis, ne rentrera jamais au gouvernement. Jamais, tu le sais pas. Je sais pas, attention, là, je suis pas là pour les défendre, mais tu le sais pas parce que, honnêtement, on peut être surpris. Tu sais, quand le NPD avait pris le pouvoir en Ontario, le monde n'imaginait pas que le NPD pouvait prendre le pouvoir. C'est arrivé. Tu sais. Peut-être. Mais en tout cas, les Ontariens s'en souviennent encore. Tout ça pour dire que les députés de Québec solidaire, ils sont beaucoup mieux placés que les députés, les backbenchers au gouvernement. Donc, ça c'est sûr. C'est sûr. D'ailleurs, c'est très simple. Hein. Si tu croises des gens dans la rue, puis tu leur donnes des noms de députés qui sont pas ministres de la CAQ, tu donnes ces noms-là, les gens dans la rue, ils vont pas les connaître. Non. Par contre, tu donnes le nom des députés de Québec solidaire, par exemple, plusieurs vont être reconnus, ça c'est sûr. Donc bon, dans le cas du PQ c'est assez facile, ils sont 4, fait que tu peux pas passer à côté là, mais c'est ça. Même chose pour eux. Donc tout ça pour dire que le travail qui est fait en opposition là, et en tout cas on est parti loin du sujet, mais je pense que tu fais bien. Sincèrement, je crois que tu fais bien. Et sais-tu quoi, ça me ramène quasiment 2 ans
2 ans en arrière, quand on a commencé le podcast. Puis je me souviens, on avait parlé un petit peu des oppositions, puis on avait parlé du Parti libéral du Québec et de comment ça se fait qu'il était rendu... ça faisait pas longtemps qu'il s'était mangé la raclée de toute son histoire, là, qui fait d'ailleurs que c'est encore dans un piteux état. Et je me souviens, à l'époque, je te disais, tu sais, il faut apprendre à être dans l'opposition, parce que quand tu es dans l'opposition... te reconstruire, c'est pas juste prendre le temps de redevenir pertinent, mais c'est le moment où tu apprends la job, c'est le moment où tu peux repenser à tes affaires, les améliorer, tu sais, tout ce que tu peux pas faire au pouvoir, parce que quand tu es au pouvoir, mais tu es dans l'exercice du pouvoir. Et donc forcément, tu peux pas faire ce travail-là, c'est normal. Puis notre système est fait comme ça. Puis d'ailleurs, tu sais, on parle de quelqu'un qui gagne les élections, qui perd les élections comme si c'était la fin du monde. Non, imaginez, là, perdre des élections dans une démocratie, c'est quand même plus beau que de vivre dans une dictature, là. Tu comprends ce que je veux dire, là, tu sais? Quand je vois... Puis là, je veux pas faire de mauvais parallèles, là, mais quand je vois comment... les institutions démocratiques sont malmenées par Donald Trump au sud de la frontière, honnêtement, tu sais, je veux dire, le rôle des oppositions dans une démocratie, c'est extrêmement important. Parce que c'est quoi une opposition? L'opposition, bien sûr, c'est celle qui est en train de surveiller l'action gouvernementale, ça c'est sûr, mais elle est aussi la garante d'une idéologie, d'une approche. Et chaque parti d'opposition a son idéologie, son approche. Donc, par exemple, le Parti libéral, ben, c'est le libéralisme. Donc, quand tu es dans l'opposition, ça veut dire que le parti qui est le plus libéral parmi tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale, ben, lui, par exemple, devrait s'opposer à travers le prisme d'une philosophie qui s'appelle le libéralisme. Ouais. Quand tu es à Québec solidaire, c'est à travers un prisme socialiste. Tu sais, certains diraient communiste, mais enfin bref. Comment dire, dans le cas du PQ, c'est à travers un double prisme. Lui, c'est à la fois le prisme d'une certaine forme de social-démocratie, whatever that means aujourd'hui, et à travers le prisme de la souveraineté. C'est-à-dire, ouais. Bon, ben, regardez, si on était souverain, on serait plus riche. Ça, c'est... ouais. donc c'est ça. Alors, oui, non, moi, je trouve que c'est super important que le point que tu apportes. Puis c'est super important le point que tu apportes aussi sur le rôle des députés d'opposition qui souvent ont très peu... Alors oui, ils sont soutenus par des recherchistes, mais il y a très, très peu. Ils en ont ouais. très, très peu des recherchistes. Puis souvent, ils partagent un ou une recherchiste à 3, 4, 5 parce qu'ils n'ont pas les masses salariales. D'ailleurs, je ne comprendrai jamais comment ça se fait que l'Assemblée nationale ne leur fournit pas plus que ça. Mieux que ça. Sais-tu que nous, ici, au Canada, que ce soit au fédéral comme au provincial, les partis d'opposition n'ont même pas de briefing technique sur des choses qui se passent au gouvernement. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ils arrivent en campagne électorale, ils dévoilent leur plateforme, ils promettent des choses, puis quand ils sont au gouvernement, s'ils gagnent les élections, quand ils sont au gouvernement, après quelques temps, on leur dit « Hey, vous avez brisé votre promesse. » Ouais, mais en réalité, c'est que notre promesse, on pensait qu'elle était bonne. Mais depuis qu'on est au gouvernement, on voit comment les choses sont, ouais. Puis... on voudrait la faire autrement. Ouais, mais tu me l'as promis quand même. Moi, j'ai voté pour ça. Oui. Alors, pourquoi aux États-Unis, les élus du Congrès et les sénateurs d'ailleurs, mais nous, on n'a pas de sénateurs au Québec, on en a au fédéral, mais pour moi, ils comptent pas. Ils servent à rien. Excuse-moi, monsieur. Ben, ils servent à rien. Excuse-moi, ils servent à rien. Ils servent à rien. Ben on en fera un podcast, tu vas voir que je vais te dire pourquoi ils servent à rien. Ils servaient à quelque chose. Aujourd'hui, ça. Pour passer je suis pas gentil avec au fédéral, tu sais, ça passe par le Sénat quand même, ils font quelque chose. Ben oui, mais tu sais quoi, au Québec, c'est des élus qui font passer. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas être remplacés, sauf que. Des sénateurs non élus, pour moi, ils n'ont pas la légitimité de parler de projets de loi qui ont été adoptés à la Chambre des communes par des députés qui ont été élus par des citoyens. Ouais. Les sénateurs
Je m'excuse, ça vaut rien. Ça sert à rien. C'est pas que ça vaut rien, je m'excuse, et vous ne valez pas rien. Vous avez tous des carrières, des machins, etc. Mais ils ne servent, à mon avis, à rien parce que, à mes yeux, ils sont pas légitimes. Ouais. Bref, on fera le débat une autre fois sur ça. Je voulais d'ailleurs qu'on en parle, mais on avait eu des invités. Mais bref, tout ça pour dire... là, j'ai perdu mon morceau. Ah oui, c'est ça, aux États-Unis. Les membres du Congrès, ils ont accès à beaucoup d'informations. C'est de l'information confidentielle pour laquelle, bien sûr, ils ont des codes de sécurité gouvernementale, etc. Mais parce que c'est super important. À la fois parce que quand tu es en train de bonifier, parce que même quand tu es dans l'opposition, tu peux bonifier un projet de loi, tu peux demander des amendements, tu peux l'améliorer, t'assurer que ton monde qui t'a élu soit un peu représenté là-dedans. C'est pour ça qu'on dit qu'un député est un représentant. Mais comment tu fais pour améliorer un texte quand le crunch de la politique, tu ne l'as pas. Oui, tu peux poser des questions au ministre qui est en train de déposer mais ça vaut pas des briefings techniques en bonne et due forme. Et ça, c'est hyper important. Autre chose, c'est injuste. Le parti au pouvoir, lui, il a toutes les informations du gouvernement, toutes les études, tout. Il est prêt à monter une plateforme électorale avec toute l'information disponible au gouvernement. Quand un parti d'opposition, comme le Parti libéral, Québec solidaire, ou encore le Parti québécois, n'ont pas accès à cette information-là, et donc leur plateforme électorale ne peut pas être aussi précise que ça. Donc, ils sont obligés de... Enfin bref, je ne veux pas trop dévier du sujet, mais c'est quand même important parce que on prend pas assez soin de notre démocratie, puis ça, on le dit pas assez, et on l'améliore pas, notre démocratie. Je veux dire, c'est ça. En tout cas, chapeau à tout ce monde. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Pour conclure, on ne sait pas encore s'il va y avoir une enquête publique. Ouais. Pour l'instant, le premier ministre, il refuse cette idée-là, mais tu sais, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver avec la pression que les oppositions vont mener dans ce dossier-là. Et on verra. Mais je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup mieux de le faire le plus rapidement possible parce que n'oublions pas non plus que l'année prochaine, c'est une année électorale. Et tu as le temps devant toi de faire plein d'autres choses pour, entre guillemets, faire les gens oublier de ce qui est arrivé dans ton gouvernement ou dans cette période-là. Le plus que tu mets un délai, là, imagine qu'on arrive l'année prochaine puis on n'a toujours pas d'enquête publique, puis c'est la seule question, c'est la seule affaire qu'on parle, c'est fini. Il ne va plus en élection. Ben, je vais juste te rappeler un truc avant qu'on passe à un autre sujet. Il y a un sage de la politique qui m'a dit une fois, quand un parti d'opposition réclame la démission d'un ministre, la dernière chose que le parti politique qui réclame la démission souhaite obtenir, c'est sa démission. Parce que le plus longtemps, le ministre à qui on demande la démission est là, le plus longtemps tu la demandes, le plus longtemps c'est exposé, et le plus dommageable est la situation pour le ministre et donc le gouvernement. Et c'est quelque chose que tu peux transposer aussi sur la question de l'enquête publique. Je comprends les réticences à en déclencher une. Sincèrement, je les comprends. C'est pas que je les comprends pas, parce que c'est vrai que il y a des dommages collatéraux qu'une commission d'enquête peut créer. Ça, c'est vrai. Puis je peux comprendre qu'un gouvernement veuille pas déclencher quelque chose qu'il estime être en mesure de régler différemment sans qu'il y ait de dommages collatéraux. Sauf que quand tu es rendu que tu as perdu un ministre, puis que tu as deux autres ministres dont l'opposition réclame la démission, je pense que t'es mieux de la garder. Puis oui, il va y avoir des dommages collatéraux, mais dans ce cas-là, essaye de gérer les dommages collatéraux le plus que tu peux. Exact.
On va passer à un autre sujet très rapidement parce que on a fait, en passant, on a fait deux lives sur Instagram pour couvrir un peu les débats qu'on a eus en début de semaine sur la course à la chefferie du Parti libéral du Canada. Lundi, c'était en français. Mardi, c'était en anglais. On va pas faire tout le tour encore, là. La conclusion pour moi, c'était que rien d'impressionnant. Évidemment, plate en français, il parlait pas la langue, mais anglais aussi, il n'y a pas grand-chose qui est ressorti. Mais je veux revenir à M. Carney parce qu'évidemment, il est dans les nouvelles. C'est le front-runner, comme on dit. Et je me rappelle quand Justin Trudeau a démissionné, puis le nom de Mark Carney a circulé, puis là, il s'est lancé dans la course, puis on a continué à parler de Mark Carney. Et on a eu des discussions ici, Salim, et je te disais, c'est bien beau, M. Carney, là, c'est un gars intelligent. Il a de l'expérience. On peut pas le comparer à Justin Trudeau. Lui, c'est quelqu'un qui connaît des choses. Okay? L'autre, il les a appris une fois qu'il a été élu. On peut pas les comparer. En termes de connaissances, c'est incomparable. Donc ça, déjà, je lui donne ça. La connaissance économique. Oui, exact. Et le point, surtout que moi je faisais, c'est que c'est bien beau tout ça, M. Carney, mais ce qu'il n'y a pas, c'est l'expérience comme Mark Carney, le politicien. Et on disait justement que, bon, maintenant, c'est comme une lune de miel parce qu'il fait campagne avec ses amis, c'est des libéraux, tout le monde, des high-five, c'est les bains de foule, etc. Mais à un moment donné, une fois que cette course-là terminera, il va devoir, he's gonna have to face the music, comme on dit en anglais. Et là, il va devoir aller du Mark Carney, l'ami des libéraux, à Mark Carney, le politicien. La course n'est pas encore terminée, puis déjà, on a un petit début de ce monde-là, de ce qu'il attend une fois qu'il devient, parce qu'on pense qu'il va devenir, moi, au moins je pense que c'est lui le nouveau chef, de ce qu'il attend. Et on a appris dans le débat, ou je pense que c'est après le débat en anglais, on lui a posé la question lorsqu'il était le président du comité du conseil d'administration de Brookfield, c'est une firme d'investissement, en tout cas, basée au Canada, qu'il avait signé une lettre comme le président du CA, avisant les actionnaires, c'est ça, c'est au mois de décembre, je pense, qu'ils allaient déménager leur siège social à New York, etc., pour des raisons qu'ils pensaient qui étaient bénéfiques pour les actionnaires. Parfait. Ça, c'est au niveau investissement monétaire. Ils regardaient peut-être il y avait un souci plus pour les actionnaires. Mais là, on lui pose la question, puis il répond « Oh non, j'étais plus là quand cette décision-là a été prise. » Peut-être qu'il a oublié. Peut-être qu'il a oublié qu'il a signé la lettre lui-même, mais c'est ça que je te dis. C'est que Mark Carney, le politicien, peut pas faire des erreurs comme ça. Il peut pas. Il peut tout simplement pas les faire parce que on a trouvé la lettre, c'est sorti dans les nouvelles, puis M. Carney, depuis mercredi, il joue à la cachette quelque part. Là. On n'a pas parlé, on ne parle plus de lui, ou on parle de lui, mais on le voit plus. Ils sont peut-être en gestion de crise, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais c'est ça, quand je disais que c'est their beast. Ils vont le manger. Il va contre des politiciens aguerris avec des machines politiques qui ne font juste qu'attendre. Et là, il a fait la première erreur. Peut-être que ce n'est pas une erreur grave. Là. Peut-être qu'ils vont s'en sortir. De toute façon, je pense qu'il va gagner sa course. On va rentrer dans une autre affaire. Mais c'est mal commencé ton affaire. T'sais. On te pogne avec une mensonge, en fait. Un mensonge. Écoute, je t'entends très bien. Moi, je vais te dire la manière dont je vois la chose. Être Mark Carney, n'avoir jamais fait de politique auparavant, de rentrer dans une course pour devenir chef du Parti libéral du Canada. Dans le timing actuel, en plus. Ouais. En tout cas, rentrer dans une course entre tout ce qui sort de positif et de négatif, moi, si j'étais M. Carney, je serais très heureux. Parce que, sincèrement, c'est plus un seul sondage perdu. C'est plusieurs sondages de différentes firmes, parfois en disant qui donnent le
le PLC au coude à coude avec les conservateurs, alors que pendant près de 2 ans, il y avait genre, je sais plus moi, 120, 130 sondages. Une vingtaine de points de... Oui, qui montraient les conservateurs largement devant. Puis là, c'est au coude à coude et parfois même un peu devant. Parfois avec le nom de M. Carney tout seul, parfois sans mettre le nom de M. Carney, juste le PLC. Et évidemment, tout le monde comprend que c'est un effet Carney dans la conjoncture actuelle. Mais peu importe. Donc moi, là, être M. Carney, aujourd'hui, je vois le plus et le moins. Je te dirais, tabarouette, ça va bien mes affaires. T'sais? Maintenant, sur les critiques, là, tu parles de cette histoire de Brookfield, qui en passant, c'est pas un scandale, mais c'est juste, je comprends ton point. Mais honnêtement, tu as raison, c'est rien dans tout ce qui va venir. Non, mais j'y arrive. Mais justement, pour moi, ça, c'est juste, entre guillemets, la dernière pogne dont on a parlé. Mais la réalité, c'est que M. Carney, avant même qu'il se lance dans cette course, il était attaqué de tous bords, de tous côtés. Puis en passant, il n'y a que lui qui est attaqué. Parce que les gens, et notamment les adversaires... Ils ressentent que c'est lui qui va... Évidemment. Écoute, le prix de ses chaussures était sur le Twitter de M. Poilievre. Il y avait des photos qui le déformaient en Justin Trudeau. J'ai vu ça, il y a, écoute, 1001 trucs. Puis, sais-tu quoi? On est en politique. Lui n'est pas habitué à ça, effectivement. Des critiques, il va y en avoir à tort et à travers. T'as raison. N'ayant jamais fait de politique avant, il y a des gens qui sont très affûtés qui vont faire une job de bras, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais il reste que le gars, malgré des débats où il a été un peu plate, il reste qu'il a un ton qui rassure le monde. Les gens voient en lui quelqu'un d'expérimenté, ce qu'ils ne voient pas nécessairement dans M. Poilievre. Puis c'est pas pour enlever quoi que ce soit M. Poilievre qui est à sa place, fait son travail, fait bien son travail. On peut être d'accord ou pas d'accord avec lui, mais il fait son travail puis il fait bien son travail. Et il sera peut-être notre prochain premier ministre. En tout cas, moi, je pense qu'il a encore de très grandes chances de former le prochain gouvernement et peut-être même majoritaire, là, malgré ce qu'on voit dans les sondages. Là, moi, je suis loin de ceux qui pensent que c'est mort pour lui. Non. Mais il reste que, il faut l'admettre, M. Carney vient rassurer sur ce bord-là. Et pour beaucoup de gens au Canada, ils voient M. Carney comme une espèce de transition, le temps de passer cette mauvaise crise. Une alternance, elle va finir par avoir lieu. Moi, je pense que M. Poilievre va finir par devenir PM. Là n'est pas le point. La question, c'est tout de suite maintenant, quand il va y avoir des élections dans les prochains jours, oui, on peut dire semaines quasiment, là, mais jours, qu'est-ce que les Canadiens voient? Donc oui, on va le critiquer de partout. Ensuite, tu sais, il y a aussi des choses qui sont plus cheap que d'autres. À un moment donné, dans le débat en français, il a dit qu'il était d'accord avec Hamas. Il y a du monde qui a commencé à dire « Ah, regardez, il est avec des terroristes. » Mais est-ce qu'il y a quelqu'un de sérieux qui pense que M. Carney est en faveur de terroristes? C'était clairement un problème de communication. Je pense que tout le monde a compris ça. Évidemment. Ouais. Mais, on va te le dire, là, moi j'ai vu M. Pierre Paulus, qui est le lieutenant du Québec de M. Poilievre, faire un parallèle douteux entre la qualité du... Mais oui, mais Salim, tu vas pas manquer l'opportunité d'attaquer ton adversaire. Oui, mais attention, excuse-moi, là-dessus, c'est quand même gros. Là. Tu peux quand même pas dire, mais oui, mais regarde, il dit qu'il est d'accord avec des gens avec lesquels personne au Canada est d'accord. Là, tu comprends? Non, tu le critiques, puis c'est à lui de s'expliquer. Je comprends, il y a personne qui a pensé que M. Carney disait qu'il était d'accord avec le Hamas. Il voulait dire qu'il était d'accord sur la question du Hamas. C'est ça. Mais les adversaires, ils vont en profiter. Par la suite, c'est à lui de s'expliquer. Mais c'est ça qu'il a fait. Mais tu sais, non, mais ce que je veux te dire par là, c'est que parfois, il y a aussi
en politique, on veut des gens authentiques. Tu sais, quand tu rencontres les gens, là, moi, je rencontre, tu sais, moi, mes amis ou parfois des gens que je croise pour la première fois, puis qu'on jase un peu politique pour une raison quelconque, qui sont loin de la politique, puis qui me disent, tu sais, nous, la politique, on connaît pas ça, mais tu sais, nous, on est juste un peu fatigués, on aimerait ça on a l'impression qu'ils ont tous des cassettes, ils parlent tous de la même manière, ils pensent tous de la même chose, etc. On veut que les gens soient plus spontanés, plus... Et ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que là, maintenant, pour éviter ce genre d'erreur, il faut que tu lui fasses apprendre des phrases, puis qu'il les répète comme un perroquet, tu sais. Comme ça, au moins, t'es sûr qu'il... Et puis après ça, on va dire, ouais, mais il a la cassette, il parle comme tout le monde. Tu sais, c'est ça le problème. Tu sais, moi, je trouve qu'il y a aussi un bout, il y a un bout d'honnêteté intellectuelle qu'il faut avoir. Même quand tu veux critiquer, il y a un bout de... Tu sais, je vais te dire une affaire, d'ailleurs. Pendant le débat, quand M. Carney a fait... D'ailleurs, en passant, c'est pas un lapsus, parce qu'un lapsus, souvent, ça veut dire autre chose, mais quand il s'est... littéralement, il s'est mal exprimé, puis clairement, dans le contexte, tout le monde le comprenait, mais c'est juste sa phrase qui était un peu croche. Ben, la première à l'avoir sorti du trouble, c'était Madame Freeland. Ouais. Parce qu'elle était honnête. Ouais. Parce qu'à la limite, là, elle aurait pu se dire qu'il se débrouille avec sa marde, là. Ouais. Tu sais? Puis moi, je vais aller avoir des votes, etc. T'sais. Fait que moi, je vais juste te dire un truc. Je milite naïvement, probablement parce que je suis un peu idéaliste. Puis les idéalistes, malheureusement, ils sont toujours un peu frustrés. Mais je suis un peu idéaliste, mais moi, je milite pour plus de civisme en politique, pour plus d'honnêteté intellectuelle. Attention, là, je te dis pas de pas frapper l'adversaire. Ben, frapper, pas en vrai, là. Mais tu sais, de pas être dur avec l'adversaire. Ah non. De toute façon, si t'es pas capable d'endurer, t'es mieux de rester chez vous. Fais pas de politique, là. Exact. Puis je rejoins ton point, hein, sur M. Carney. Si M. Carney pense que ça va être une promenade dans le parc, d'être en politique, non. Et puis devant M. Poilièvre, qui est un pitbull, là, il ne le lâchera pas, il va le déchiqueter. Puis devant Yves-François Blanchet, en plus en français, tu imagines que ça va pas. Fait que c'est ça. Mais moi, j'aurais quand même retenu un truc de ce débat, dont on a brièvement fait mention la dernière fois pendant notre live. C'est la performance de Karina Gould. Yes. Puis Karina Gould, on est d'accord ou pas d'accord avec elle? Moi, tu sais, je suis plus un gars de centre. Fait que tu comprends qu'elle ne se recentre pas, en tout respect pour elle, pour son intelligence. Puis, tu sais, j'aime comment elle exprime ses idées, etc. Je lui reconnais pas mal de choses. Non, il faut respecter pour sa conviction. Mais absolument. Puis, honnêtement, j'adore ça. Puis, franchement, j'ai adoré la recevoir ici. On a eu une belle discussion avec elle. Franchement, c'est sincère. Mais, voilà. Elle cherche pas à se recentrer. Elle occupe plus. Elle veut incarner la continuité du gouvernement Trudeau parce qu'elle part du principe que le gouvernement Trudeau n'a pas tout mal fait. Il y a quand même, dans tout ce qu'ils ont fait de bonnes choses. Mais au-delà de ça, Karina Gould a gagné les deux débats, sincèrement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Elle s'est distinguée le plus, pas par le contenu, mais mais aussi le contenu. Oui, le contenu pour les gens qui aiment ce qu'elle avait à dire, mais moi, plus au niveau des communications, de la clarté de son message, de la facilité, de l'aisance avec laquelle elle parlait. Même en français, je sais qu'elle a un accent lourd, mais elle s'est très bien débrouillée. Et en anglais, elle parlait, elle disait ses affaires, c'était clair, c'était étudié, elle était préparée. Ben oui, mais... Tu sais, moi, tu sais pourquoi, pour moi, elle a gagné, Karina Gould? Elle a gagné parce que, oui, t'as raison. Elle s'est très bien exprimée en français. Elle s'est très bien exprimée en anglais. Ses messages étaient clairs. Elle a assumé son positionnement totalement. Et c'est la seule des candidates qui assume son positionnement. Assume le passé aussi, même s'il y a des choses, c'est-à-dire bon comme mauvais, mais elle l'assume. Elle a attaqué. C'est la seule à avoir attaqué. Ouais. Tu sais, c'était pas méchant comme attaque. Non. C'était des attaques gentilles, mais il veut pas pousser un petit peu M. Baylis à s'expliquer, pousser M. Carney aussi. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai trouvé ça bon, tu sais. Ouais. Puis là, moi, je lis dans le Globe and Mail, le journal de Toronto, je lis que dans
les levées de fonds pour la chefferie... Ça va bien pour elle. Elle est deuxième derrière M. Carney. Ouais. Tu sais que c'est un indicateur. Mme Gould pourrait finir deuxième de cette course. Ouais. Mais ça implique une chose. Si elle est deuxième de la course derrière M. Carney, c'est que Mme Freeland arriverait troisième. Ouais. Alors, c'est quand même fou. Mais Mme Freeland, là, puis je suis désolé, on connaît des gens qui ont travaillé pour elle, puis on sait que c'est une gentille madame, puis tout. Elle a quand même réussi à être ministre des Finances, c'est pas rien, là. Elle a été ministre des Affaires étrangères, elle a eu de très gros dossiers, il faut le dire. Elle a occupé de gros dossiers, puis c'est pas rien. Mais, franchement, j'avais de la misère à la suivre. Puis, j'élimine déjà le débat en français à cause des obstacles linguistiques. Mais en anglais, je m'attendais à beaucoup plus d'elle, puis c'était incompréhensible. J'avais aucune idée de ce qu'elle parlait. Son seul objectif, c'est de faire un lien avec les menaces de Trump. Chaque réponse, ou quasiment chacune de ses réponses, était attachée à Trump, et il faut battre Trump, et il faut créer des alliances mondiales sans les États-Unis. Les États-Unis, c'est maintenant le prédateur. Mais de quoi tu parles? Est-ce qu'on peut I don't know, reviens sur Terre, là, puis il n'y a aucune logique d'un politicien canadien, sauf peut-être pour des souverainistes, mais aucun politicien canadien qui peut penser qu'on peut vivre au Canada sans cette alliance avec les États-Unis. Et on met de côté Donald Trump. On peut penser tout ce qu'on veut de lui. Ça, c'est une chose. Mais de dire que les États-Unis, c'est le prédateur et qu'il faut qu'on bâtisse des alliances nucléaires avec d'autres pays contre les... What are you talking? Mais de quoi tu parles? Alors, je vais juste te dire un truc. Parce que dans ta phrase, il y avait deux choses. La première, sur la question que les États-Unis agissent en prédateur actuellement, la réponse, elle est oui, et c'est vrai. Par contre, pour une femme qui a été ministre des Affaires étrangères, vice-première ministre, qui a voyagé le monde au nom du Canada, qui a négocié, excuse-moi, le mot négocier ne voulait pas sortir, qui a négocié tant de choses au nom du gouvernement fédéral partout dans le monde, dire on va aller faire des alliances, notamment avec des pays qui possèdent l'arme nucléaire, honnêtement, c'est d'une je sais pas là. Ça n'a pas de sens. Moi, je pense que c'est une maladresse. Sincèrement, je pense que c'est une maladresse, mais c'est une grave maladresse pour une ancienne ministre des Affaires étrangères. Moi, je pense pas que c'est une maladresse. Moi, je pense que Mme Freeland, sa stratégie, c'est de faire peur aux gens qu'on a une vraie menace, c'est les États-Unis. Et il faut arrêter d'associer l'Amérique avec Donald Trump. Oui, Donald Trump, c'est une menace. C'est peut-être lui le prédateur. C'est peut-être lui qui nous attaque. Mais moi, je suis sûr et certain que c'est pas tout le Congrès qui est en accord avec M. Trump. C'est pas tous les sénateurs non plus, les gouverneurs, les state legislatures qui existent. Mais George, regarde, je vais juste te dire un truc. Autant sur la question de je vois même pas pourquoi elle a parlé de nucléaire ou je sais pas quoi, là, mais au-delà de ça, qui pour moi est clairement une erreur. Ouais. Mais je veux dire... en fait, ça n'a pas de sens. Mais c'est tellement acquis que c'est de l'erreur que je même pas, je l'argumenterai pas là, mais attention là, faut arrêter de penser aussi que on va, oui, les États-Unis on a besoin d'eux parce que c'est nos voisins, c'est nos amis, pour certains c'est la famille. Culturellement, on est tellement proches. Même les francophones sont tellement proches. Honnêtement, un francophone du Québec est plus proche des Américains qu'il n'est proche des Français. Culturellement, je te parle pas de la langue. Je parle pas de la langue ou d'autres aspects. Je parle simplement dans le mode de vie, dans les systèmes, à quoi ça ressemble, etc. Clairement, on est des Nord-Américains et on ressemble par conséquent à bien des Américains dans notre façon de fonctionner. Mais t'as raison, c'est pas les États-Unis
dans leur ensemble. C'est pas 400 millions de personnes, c'est pas tous les élus, c'est pas tout le Congrès, c'est probablement même pas toute l'administration Trump, excuse-moi. Mais par contre, il se trouve que Trump est en train de tout foutre en l'air un système qui existe depuis que les États-Unis sont États-Unis. Affaiblit les institutions démocratiques. Mais aussi les liens de confiance aussi. Bien sûr. Comment dire, même les institutions juridiques, là, comme les tribunaux, etc., tu sais, c'était comme faites ce que vous avez à faire, on fera ce qu'on aura à faire. Tu sais, c'est comme un petit peu cette approche-là. Il y a des... Tu sais, il y a tout chamboulé. Puis là, en ce moment, aucune opposition, parce que les démocrates ne sont pas là. Je ne sais même pas si le Parti démocrate existe encore. Mais genre, zéro voix dissonante, rien. Mais parce que le peuple américain a donné les clés de leur avenir, les Américains, à Donald Trump. Puis je ne remets pas en question le choix qu'ils ont fait. Le choix qu'ils ont fait. En passant, m'excuse de faire ce parallèle-là. Là. Justin l'a fait. Non, mais attends. Non, mais là, il faut arrêter. C'est-à-dire, Justin, on peut lui reprocher ben des affaires, là, mais on peut considérer qu'il est mauvais, mais c'est pas quelqu'un qui a fait du tort au Canada comme Trump est en train de faire du tort aux États-Unis. Non, je parlais juste te dire, il y en a un autre. Sur la critique des électeurs américains. Oui, mais moi, je peux le dire. Justin ne peut pas le dire. Ouais, parce que Justin Trudeau, lui, il est premier ministre du Canada. Moi, je ne le suis pas. Ouais. Si j'étais premier ministre du Canada, je n'aurais pas le droit de le dire. Mais lui, c'est ça que je faisais. Mais ça, je suis d'accord. Okay, non, mais je vais te dire, il y en a un autre qui s'est fait élire de manière purement démocratique, puis ça s'est mal terminé. Je m'excuse. Je sais que les gens, ils vont trouver que je m'emballe ou un truc comme ça. Adolf Hitler, le 30 janvier 1933, est arrivé au pouvoir de la manière la plus démocratique qui soit. Ça n'a pas empêché Adolf Hitler et son parti de devenir la pire crapule de l'histoire de l'humanité. Ouais, là, donc, je veux dire... Alors, je suis pas en train de vous dire que c'est Adolf Hitler de Trump. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est juste sa façon de faire. C'est que oui, tu peux arriver démocratiquement au pouvoir et mettre à feu et à sang ta démocratie. Oui, c'est possible. Puis il a déjà commencé à la fin de son premier mandat. Disons que toute la rancune et la rancœur qu'il a cultivée pendant les 4 ans de l'administration Biden fait en sorte qu'aujourd'hui, il est arrivé sur stéroïdes. C'est Donald Trump sur stéroïdes. Donald Trump, administration 2, va être... ça va être le bordel total. Alors... Encore là, ça l'est. Excuse-moi juste, parce que c'est important, parce que tu me disais, puis je suis d'accord avec toi, et je peux pas... Regarde, en plus, moi, j'adore les États-Unis. Là, je viens de canceller un voyage aux États-Unis. Oh non, à ce point-là? Ah oui. Mais non, mais j'adore... Mais j'y étais en passant, il s'est fait élire en novembre. Moi, j'y étais en début janvier. Je veux dire, j'adore ce pays-là. Pour tout ce qu'il représente, pour tout ce qu'il a toujours représenté pour moi. Et d'ailleurs, c'est un peu ça qui me chagrine beaucoup. C'est que Trump est en train de détruire toute la magnificence pour moi des États-Unis. Mais tu disais, les Américains, le marché américain, l'économie américaine, ou les États-Unis d'une manière générale, c'est incontournable pour nous. Ne serait-ce que géographiquement, donc c'est sûr. Mais je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec ça. Mais la réalité, c'est que les Américains, pas l'Américain moyen que tu rencontres lorsque tu traverses la frontière, là, mais je parle des Américains dans le sens, le pouvoir américain ne nous aime pas. Non seulement ne nous aime pas, mais nous méprise. Puis nous insulte, parce que les insultes envers Justin Trudeau, tu sais, on peut toujours trouver que le pauvre Justin Trudeau, là, je commence à avoir de la pitié pour lui parce que le pauvre, là, il a le dos large, là, tu sais, il a le dos large, là, tout ce qui va pas au Canada, c'est lui, blablabla, là, tu sais. Mais quand Justin Trudeau est insulté, moi je m'excuse, mais
les Canadiens sont insuccrants. Parce que quand ils le traitent de gouverneur, dans le fond, il veut expulser. Donald Trump veut expulser 11 millions de sans-papiers qui rêvent d'être américains, mais il veut annexer 41 millions de Canadiens qui veulent rien savoir d'être américains. Je vais dire quelque chose, puis peut-être tu ne seras pas en accord et les gens qui nous écoutent aussi vont le trouver un peu étrange, mais sur la question de cette relation-là qui, évidemment, n'existe plus, et le lien avec Justin Trudeau, mais moi, je vais aller quelque part, là. Est-ce que c'est possible que Justin Trudeau a un peu joué dans cette affaire-là? Moi, c'est une question hypothétique, évidemment. Ça contribue. Je pense que ça a beaucoup contribué. Et je maintiens, puis peut-être que je vais avoir tort, mais je maintiens qu'aussitôt qu'on aura un gouvernement stable qui sera au pouvoir à Ottawa, que les choses vont tourner de bord et on va... Écoute, Salim, il y a une semaine, il appelait Zelensky un dictateur, puis aujourd'hui, il le reçoit à la Maison-Blanche avec des sourires, puis hier, le journaliste qui lui a posé la question, puis il a dit « Ah ouais, j'ai-tu dit ça? Oh non, j'ai jamais dit ça. » Il se moque de tout le monde, Donald Trump. Il se moque de tout le monde. Et moi, j'ai comme impression que pour le Canada, il dit « Garde, vous avez un imbécile qui est au pouvoir, il est pas bon, il vous a ruiné votre économie, j'ai jamais eu de bonnes relations avec lui, puis je vais vous moquer, puis je vais vous traîner dans la boue, figure it out, amenez-moi quelqu'un qui connaît ses affaires, et puis on va parler, that's it. Je suis presque convaincu que c'est tout un show, là. Donc, look, j'espère que c'est ça. Et j'espère que c'est pas plus sérieux. On va voir maintenant au début du mois de mars s'il va appliquer les tarifs qu'il a promis, mais... George, d'abord, moi, je pense que les tarifs, c'est mardi prochain, là. Ils vont rentrer. Je veux dire, il faut qu'on se mette ça dans la tête. Donald Trump n'avait aucune intention de pas les mettre, mais en nous faisant croire que peut-être qu'il pouvait changer d'avis, ça lui permettait d'avoir certaines concessions, etc. Voilà, Donald Trump, c'est comme ça. Maintenant, regarde, Justin Trudeau, là, on va pouvoir l'appeler Justin, là, il est bientôt plus premier ministre, mais il faut qu'on lui saque patience. Parce que, je vais te dire une affaire, là. J'étais d'accord avec toi jusqu'à un certain point, peut-être pas aussi loin, là, mais est-ce que sa relation avec Trump contribue ou a contribué à comment dire, à cette espèce de tension avec les Américains, etc. Probablement que ça a contribué. Moi, toi, tu dis beaucoup, moi, je pense un peu, parce que la réalité, c'est que si M. Trump avait d'autres intérêts, il s'en foutrait de Justin Trudeau. Mais il s'en foutrait complètement. Est-ce que tu penses que M. Trump n'aurait pas visé le Canada tel qu'il vise aujourd'hui, tout comme il vise le Mexique, tout comme il vise la Chine, tout comme il vise l'Union européenne? Tu penses vraiment qu'il aurait été différent juste parce que M. Trudeau n'aurait pas été là? Bullshit. Impossible. Impossible. Est-ce que dans l'animosité qu'il a envers le Canada, ça lui fait plaisir, en plus, d'écraser Justin Trudeau comme une tomate et de le ridiculiser parce que, justement, il y a un petit côté personnel en plus. Mais ça, c'est on top. Ouais. C'est on top. Mais la manière dont il a ridiculisé le Canada, là, à la base, ça aurait été fait même si ça avait été un autre premier ministre, ou une autre première ministre, ou M. Poilievre, ou peu importe. Puis d'ailleurs, en passant, je vais juste te dire, je lisais quelque chose un peu plus tôt aujourd'hui, là, avant l'enregistrement, où il me semble que ils ont fait commenter M. Trump, puis je dis ça sous toute réserve parce que je l'ai lu assez vite ce matin, mais quoique c'était partagé sur Twitter par des gens sérieux. Je ne veux pas dire le nom, mais il y a des gens... C'est que ils ont fait commenter M. Trump sur Pierre Poilievre. Oui, je l'ai vu. Puis c'était plutôt négatif. En disant que c'était pas un MAGA, puis qu'il a dit des choses sur lui qu'il n'a pas aimé, etc. Je vais t'interrompre 2 secondes parce que je voulais finir avec ça, justement. C'est bien que tu l'amènes.
est-ce que c'est vraiment négatif? Les gens, les libéraux vont dire, ben, tu vois, hein, Poilievre est pas mieux que nous, là, tu sais, Donald Trump ne le respecte pas autant. Moi, je renverse un peu la situation et je veux aller voir tous les libéraux qui ont passé, les derniers 2 ans à comparer Pierre Poilievre au MAGA des États-Unis. Puis on a eu la discussion l'autre jour là sur Poilievre étant extreme right ou étant Donald Trump ou whatever. Puis on disait justement... Moi, j'ai jamais dit ça. Exactement. Hein. Ouais. Donc là, c'est un argument en faveur des conservateurs parce que là, ils vont pouvoir dire « Hey, libéraux, le gars lui-même, là, straight from the horse's mouth, il dit que je suis pas MAGA. » Bien, regarde, je suis d'accord avec toi. En passant, je vais juste te dire un truc. De toutes les manières, dans le contexte actuel, quelqu'un qui recevrait des louanges ou des éloges de Donald Trump serait mal vu. Donc, quelque part, j'ai presque envie de te dire... Tant mieux. Tant mieux pour M. Poilievre. Tant mieux. Sincèrement, je pense que ça pourrait l'aider pendant les élections. Je suis convaincu. Donc, honnêtement, tant mieux, puis good luck. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça coupe tout l'argumentaire des libéraux maintenant. Oui, mais je sais, mais on s'en fout de l'argumentaire des libéraux dans le sens que, tu sais, moi, les gens là, qui comment je vais te dire ça? Qui parlent pour parler. Je reviens, on a parlé de Karina Gould dans son intervention au débat en français et en anglais. Son ouverture, on a un mini-Trump au Canada. Oui, mais je vais te dire un truc. Puis là, attention, moi, je l'aurais pas dit parce que j'aime pas cette façon-ci de faire de la politique. Ouais. Mais en même temps, je suis pas dans sa place, fait que je sais pas. Mais bref, anyway, juste un truc. Ensuite, tu peux interpréter mini-Trump par beaucoup de choses. Mini-Trump, ça veut pas dire c'est le clone de Trump. Ouais. Ça peut aussi vouloir dire... Dans sa façon de faire. Ça peut simplement vouloir dire que les Canadiens qui sont de type MAGA, là, et il y en a, j'en ai vu. Ils vont appuyer Poilievre. Ils appuient Poilievre. Puis pas juste ils appuient Poilievre, c'est que Poilievre leur donne de bonnes raisons dans les meetings, dans les trucs. Hey, est-ce que tu peux faire plus MAGA que le convoi des camionneurs il y a de ça environ 3 ans à Ottawa? Est-ce que tu peux faire plus MAGA que ça? Eh bien, je m'excuse, Poilievre était là, puis si ma mémoire est bonne, si elle ne me trompe pas, il distribuait des donuts, puis il a adopté leur... Non, mais c'est ça la vérité. Je ris parce que je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce qu'on risque de ne pas s'entendre. Mais... on risque de ne pas s'entendre. Non, excuse-moi, ce que je viens de dire est factuel. On ne peut pas ne pas s'entendre. Oui, voilà. Ensuite, tu sais, on peut toujours dire, oui, effectivement, tu sais, je veux le dire, moi, j'étais pour Jean Charest à l'époque. C'est vrai. Parce que j'aurais voulu que ce gars-là devienne chef de l'opposition officielle et premier ministre du Canada. Puis, sais-tu quoi? Il aurait été excellent dans la situation actuelle. Ouais. Tu vois, j'ai aucun doute là-dessus. Puis, en passant, je suis pas le seul. Là, tous les observateurs qui parlent et qui écrivent actuellement, en tout cas, ceux les plus aguerris, le disent. C'est pas moi. Mais peu importe. Mais moi, Charest, sa carrière politique est terminée. Il vient. Fait que je suis pas là pour faire sa promotion, je m'en fous. C'est pas ça le point. Le point, c'est que il est vrai que tous les MAGA du Canada aiment Pierre Poilievre parce que Pierre Poilievre le rend bien. Le convoi des camionneurs, il était là. Il a distribué des trucs. Il y a des vidéos que lui-même a tournées. C'est pas genre des gens qui l'a partagé. Donc, alors tu comprends que pour certaines personnes qui te disent c'est un mini-Trump, ça vient de là. Moi, j'aime pas la comparaison parce que à la base, j'ai envie de te dire, Trump, il fait partie de ce grand mouvement mondial qu'on voit dans toutes les démocraties occidentales, de mouvements je dirais pas d'extrême droite, mais de droite extrême, dur, un peu excité, qui est souvent extrêmement raciste. Tu sais, le premier mandat, c'était on va construire le mur. Là, c'est on va les sortir les enfants des écoles, on va les séparer des parents, on va envoyer les parents. Il y en a 33 000 qui vont aller à Guantanamo. On est dans la déportation, on est dans le camp de concentration, on est dans le truc, on est dans une dérive autoritaire, etc. Mais M. Poilievre, c'est pas du tout ça. Non. Monsieur Poilievre, c'est pas du tout, mais pas du tout ça. Donc, moi, je m'excuse à ceux qui disent que Trump égale Poilievre. Ils sont dans le champ total, tu sais. Mais par contre, je peux comprendre ceux qui
qui sont inquiets par le fait que ceux qui sont de tradition ou d'idéologie MAGA au Canada ont trouvé leur bonhomme, mais ce bonhomme, c'est Pierre Poilievre. Puis ça, on peut pas leur enlever, c'est juste factuel. C'est pas, il y a rien de méchant à dire, mais tu le relèves, c'est clair, c'est la vérité. On va mettre un point, tout ça pour dire, les amis, que l'élection s'approche, puis ça risque d'être très intéressant. Ça risque d'être très intéressant, ça, on peut le dire, on peut être sûr là-dessus. Allez vous abonner parce que la semaine qui arrive va être une semaine très chargée pour le balado. On va pas dire des noms encore, mais... De bons noms. On va avoir de très grands invités sur le balado. On est content, évidemment. Et de divers partis, divers horizons, divers trucs. Donc, un peu de diversité aussi. Oui, parce qu'on a eu pas mal de libéraux ces temps-ci. Puis, regarde, nous, on refuse aucune sollicitation. Ils veulent venir, la porte toujours ouverte, puis on reçoit tout le monde. Et donc, la semaine qui s'en vient, ça va être... moi, ça me motive beaucoup. Ça va être très excitant. L'autre chose... on soupçonne qu'il va y avoir des élections bientôt. Donc, on est en train de vérifier un peu différents types de modèles ou de formats qu'on peut faire durant cette élection-là pour vous amener... Mais on peut dire une chose. Ouais. C'est que potentiellement, il y a de bonnes chances que on ait un format live. Mm-hmm. On ne sait pas encore sur quelle plateforme. On ne sait pas encore exactement comment on va arranger ça. Mais pour ceux qui nous écoutent, pensez peut-être à ça, que durant la campagne électorale, vous seriez peut-être amené, si vous le désirez bien sûr, à nous écouter en live et qui sait peut-être même participer par des petits... vous pouvez poser des questions ou écrire des commentaires ou des choses comme ça. C'est ça qui est intéressant avec les lives parce qu'on peut interagir avec les gens qui nous écoutent et ça nous permet évidemment, c'est la facilité d'inviter du monde, que ce soit des journalistes ou même des candidats peut-être à faire des petits spots de 5-10 minutes ou whatever. Là. Donc on pense un peu à un format de même. Évidemment, on va garder le balado habituel, mais c'est juste pour ajouter un peu d'épices durant la campagne. C'est ça, pendant la campagne où l'information roule très vite, etc. Alors, on pense à ça, mais tu fais bien, George, de le mentionner dans l'épisode enregistré et on le fera dans les prochains aussi. C'est parce que y a beaucoup de monde qui nous écoute, mais évidemment pas en direct, puisque nous ne sommes pas en direct, et qui n'était pas nécessairement au courant qu'on avait fait un test ou deux de live cette semaine. Ouais. C'était vraiment juste des tests, mais... moi, ça m'a plu beaucoup. Là, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, ça, c'est sur Instagram. Allez voir. On a fait deux sessions live comme ça. Dites-nous ce que vous en pensez. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on penche plus vers des lives sur YouTube. Mais regarde, on est en train de penser beaucoup là, à ça. Donc, envoyez-nous vos commentaires, vos idées si vous en avez. Dites-nous si vous aimez ça ou si vous voudriez voir quelque chose un peu de différent aussi durant les élections. Chose certaine, il va y avoir des élections bientôt. Donc, en termes de contenu, on va en avoir en masse. Merci beaucoup tout le monde. Abonnez-vous. Partagez, like, subscribe, toutes ces belles choses-là. On vous voit bientôt avec de nouveaux épisodes et d'excellents invités aussi. Ciao! Ciao, bye!